Musique, Frédéric Huttman. Bonjour, Frédéric Huttman au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir 3 invités, les 3 membres du trio Métral. Alors, on va commencer par vous, Victor Métral, bonjour. Bonjour Frédéric. Nathan Myrdel, bonjour. Bonjour Frédéric. Et Laure-Hélène Michel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes respectivement pianiste, violoniste et violoncelliste de ce trio. Et c'est à l'occasion de la parution d'un disque absolument magnifique que j'ai le plaisir de vous recevoir. Un disque consacré à 2 compositeurs français et 2 trios majeurs du répertoire français, Chausson et Ravel, pour la Dolce Volta. Un disque dont vous avez réalisé une partie du texte, puisque c'est l'interview de votre trio qui constitue le texte qui l'accompagne. Qu'on a fait avec Stéphane Friedrich. Et vous donnez une réflexion très intéressante, parmi d'autres, entre autres ce qui sépare ces 2 trios. Vous dites c'est Fauré. C'est la musique de Fauré qui sépare en quelque sorte les années 1880 de Chausson et 1914 trio de Ravel, et c'est la musique de Fauré, les chefs-d'œuvre de Fauré. En effet, Fauré, et on aurait pu aussi ajouter Franck en fait, parce que le passage de ces 2 compositeurs a radicalement transformé la musique française, à notre avis. Il y a eu un avant et un après, dans le sens où les couleurs, le langage, les structures ont changé. Dans Chausson, on a quelque chose de très théâtral, avec énormément parfois de violence, un cocktail d'émotions assez extraordinaire, et une densité d'écriture qui est, surtout au piano, forcément, où la partie est très très exigeante. Et on disait d'ailleurs tout à l'heure que la partie était exigeante, mais que finalement c'était beaucoup la partie des cordes était récompensée. Mais et après après ce trio, et donc le passage avec le langage de César Franck et de Gabriel Fauré qui ont transformé le paysage français, vient Maurice Ravel, qui est l'élève de Gabriel Fauré justement, et qui, avec son apprentissage, sa sensibilité également, son exigence et son intelligence d'écriture, à lui tout seul, et avec aussi ses contemporains, avec Debussy, créé des couleurs, des ambiances absolument extraordinaires et qui sont propres à la musique française du XXe siècle. Alors Laure-Hélène Michel, on va se tourner vers vous. Vous êtes la violoncelliste du trio. Vous êtes entrée en 2021 dans ce trio. Ouais. Pour justement évoquer le trio de Ravel, on a l'impression que toutes ces œuvres sont éminemment difficiles, mais pour le violoncelle, la partie souvent, alors c'est dans les aigus, enfin, on sent que votre instrument est mis à une épreuve encore plus difficile que d'habitude. C'est redoutable, et en même temps, c'est vraiment très très bien écrit. C'est-à-dire que la partition est très 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 précise. Il indique tout. Comme toujours chez Comme Ravel. toujours, c'est très subtil, c'est très ciselé, hein, voilà. Donc après, ça demande beaucoup de travail personnel, parce que c'est vrai que tous les trios au violoncelle ne sont pas d'une difficulté technique comme ce trio-là, mais voilà, oui, ça demande beaucoup de travail. C'est très demandant. Donc vous avez intégré donc ce trio Métral. Il a été créé il y a plusieurs années par 3 membres de cette famille Métral. Aujourd'hui, Victor, vous êtes le membre originel de ce trio. Donc il avait été créé en quelle année, rappelez-moi On a toujours joué ensemble avec mon frère et ma sœur depuis que Justine a 9 ans en fait. Donc le trio Métral a presque 15 ans. Donc voilà, et donc, le nouveau trio Métral a juste 1 an. Un an, Laure-Hélène et Nathan. Voilà. Alors, Laure-Hélène, vous êtes entrée en 2021, et Nathan, vous êtes entré en 2022. Comment ça se passe, Laure-Hélène, quand on intègre un trio comme ça, où il y a déjà un répertoire constitué? C'est une littérature que vous connaissiez? Oui, tout à fait. En fait, moi, l'histoire rigolote, c'est que j'ai fait du trio en famille, parce que j'ai 2 sœurs qui sont violonistes et pianistes. Oui. Et donc, on s'est arrêté de jouer ensemble, pour le coup, il y a déjà quelques années. Excusez-moi de vous interrompre, c'est intéressant, ces fratries où on a l'impression que tout a été conçu pour faire du trio. Oui, c'est rigolo, avec 2 parents pianistes. Voilà, donc nous, pareil que toi, Victor, avec tes frères et sœurs, on a toujours joué ensemble, et donc oui, c'est un répertoire que j'ai quand même beaucoup exploré. Mais quoi, Haydn, Beethoven Un peu tout, Beethoven, Haydn, les Russes même, Tchaïkovski, Rachmaninov, Shostakovich évidemment, les Mendelssohn,
les Beethoven, voilà. Donc vraiment, on avait beaucoup travaillé. On était dans la classe du trio Vanderer à Paris. Donc voilà, j'ai monté le répertoire de trio en violoncelle. Donc voilà. Et comment ça marche quand on arrive dans un trio comme ça, quand tu m'as appelé, déjà, j'étais super contente parce que je me suis dit, chouette, refaire du trio. J'avais adoré. Puis moi, mon truc, c'est vraiment la musique de chambre. Donc voilà, je me suis insérée dans ce trio avec grand plaisir. Ça a été très fluide, hein. Franchement, j'ai été très bien accueillie. De toute façon, il faut que ce soit fluide parce que sinon Oui. ça peut pas fonctionner. Ah voilà, c'est ça. Puis nous, on est vraiment c'est important pour nous que le côté humain soit là, parce que sinon c'est pas possible de travailler, quoi. Donc vous êtes une chambriste Oui. corps et âme. Et âme. vous, Nathan Myrdal, vous partagez votre vie entre la musique de chambre et la musique d'orchestre, puisque vous êtes un des violons solos de cette phalange prestigieuse qu'est l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Donc violon solo, c'est quand même très particulier. C'est un travail au sein de l'orchestre, mais en même temps vous faites intercession avec le chef. Il y a beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Il y a également Donc c'est aussi une part non seulement musicale, mais psychologique aussi. Oui, il y a énormément de contacts humains à avoir, à mon avis, et d'après l'année d'expérience que j'ai jusque maintenant. On a aussi forcément les solos à jouer. J'ai eu énormément de chance parce que depuis mon arrivée, on a eu dans la programmation Ainsi parlait Zarathustra, Une vie de héros, Scheherazade. Scheherazade. Oui, on pense toujours à Scheherazade. Forcément, oui, un des grands solos qu'on travaille pour les concours et que j'ai eu le bonheur de jouer en concert la semaine dernière. D'ailleurs, c'est une musique, c'est un tube, mais à chaque fois qu'on l'écoute, c'est un tel bonheur. Cette musique, c'est tellement bien écrit, Rimsky-Korsakov. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Et forcément, la part belle est au violon, oui. Mais vous vous retrouvez aussi au cœur de l'orchestre, en fait. C'est pas seulement, c'est justement cette alternance de solo et du fait d'être à la tête du pupitre. Et puis, vous avez un rôle central, mais en même temps, oui, un rôle aussi diplomatique. Aussi diplomatique, tout à fait, extra-musical. Et ouais, c'était un apprentissage passionnant. Et je m'épanouis pleinement à l'orchestre et également au trio. Dans le trio. Oui, c'est génial d'avoir ces deux casquettes. Alors vous, Victor Métral, donc j'avais eu le plaisir de vous interviewer à l'occasion de la parution de votre premier disque qui était consacré à Félix Mendelssohn. Et puis après, le deuxième disque qui était consacré à Shostakovich Weinberg. Là, on est Ravel, Chausson. Donc à chaque fois, vous choisissez des univers quand même très éloignés les uns des autres. Oui, puis on s'est dit, on est français, pourquoi pas faire de la musique française aussi, pourquoi pas. Tout simplement, on est parti là-dessus. Et puis, on a travaillé ces deux œuvres, Chausson et Ravel, qui sont de la musique française, mais quand même deux compositeurs et deux œuvres très différentes. Le chef-d'œuvre qui est le trio de Ravel, qui est un des plus grands chefs-d'œuvre du répertoire pour trio, et le jeune trio de Chausson, opus 3, qui est un chef-d'œuvre aussi. Et ce trio nous allait bien aussi, parce qu'on a commencé donc, à travailler ensemble il y a 1 an. Et voilà, donc commencer par un trio de Chausson de jeunesse aussi nous allait plutôt bien. Oui, on sent que chez Ravel, il y a une écriture tellement précise, tellement contrainte. C'était parfait, chez ça. Chausson, peut-être que vous pouvez plus vous lâcher. Je pense au deuxième mouvement du trio. Oui, par exemple. Et c'est une musique assez fraîche, en fait, finalement, même si le premier mouvement final aussi, très, très douloureux, avec beaucoup de sentiments, beaucoup de romantisme. Et par rapport à Ravel, ça faisait une belle différence. Il y a un mystère Chausson pour moi, c'est-à-dire que c'est une musique. Il a écrit que des chefs-d'œuvre, même si on se tourne vers vous, Nathan, aux poèmes ou à d'autres œuvres, il n'y a que des chefs-d'œuvre, le concert. Et puis c'est quand même un compositeur qui n'a pas la popularité qu'il mérite. Enfin, c'est assez mystérieux quand même. Non, en effet, je pense que. Il y a une grande séduction en plus dans ses œuvres. Oui, et énormément de sensualité également. Je pense que Chausson, effectivement, n'a pas la notoriété qu'il mérite. Et je pense évidemment aussi au poème, qui est un chef-d'œuvre pour violon-orchestre, qui est une leçon d'harmonie. Enfin, c'est absolument sublime, les couleurs sonores. Et peut-être avec le poème, on est déjà dans les prémices de ce qui va se passer avec justement Franck et Fauré, dont on parlait tout à l'heure, dans le cheminement harmonique, dans la conduction des phrases, dans la structure. Il y a déjà cette prise de liberté et cette émancipation, à mon avis, qui va aussi permettre aux autres et aux suivants de pouvoir continuer ce chemin et transformer vraiment le langage musical français. Alors, Hélène Michel, je me tourne vers vous. Vous parliez de vos sœurs. Il y a quelque chose chez vous, la musique de chambre et le trio, qui ressort
presque du naturel. Enfin, on a l'impression que c'est votre vie. Ah oui. Ça, oui, c'est et le que mot. pour vous, c'est naturel. Mais enfin, en même temps, il y a une difficulté énorme. Le trio, Bien sûr, c'est 3 solistes qui jouent ensemble. C'est beaucoup de responsabilités. Il faut, on est quand même... tout le monde est exposé. Donc, faut bien travailler. Mais moi, ça a toujours été le plus naturel. C'est là où je me suis toujours sentie le mieux, en fait. Voilà, en musique de chambre en général et en trio. Je sais pas, peut-être parce que j'ai 2 sœurs, qu'on a toujours été 3, le chiffre 3, peut-être, je sais pas. Mais voilà, ouais, c'est vraiment Mais alors, vous dites tout le monde est très exposé. Mais si on pense, par exemple, à un de vos illustres prédécesseurs avec lesquels vous avez étudié, vous, Victoire Métral, Menachem Precel, enfin le Beaux-Arts Trio, on avait l'impression quand même qu'il jouait que avec des interprètes extraordinaires, Isidore Cohen, Bernard Greenhouse, d'autres. Mais quand même, c'était lui, qui était au cœur du trio, puisque c'est lui d'ailleurs qui est resté jusqu'au bout. C'est le seul qui est resté. Mais tout le monde a été remplacé. Et est-ce que dans un trio, malgré le fait que ce soit 3 solistes qui se réunissent pour faire de la musique de chambre, est-ce qu'il y a un leader ou alors est-ce qu'il y a un équilibre total? Est-ce qu'à aucun moment c'est les cordes face au piano ou je pense qu'on est 3 leaders. Il faut bien s'entendre. Mais quand je discutais avec Menachem Pressler, il avait un amour pour son violoncelliste à chaque fois. Greenhouse. Voilà, c'est ça. Extraordinaire. Il adorait son violoncelliste plus que tout. Il a toujours eu des problèmes avec ses violonistes, par contre. Oui, c'est-à-dire il disait beaucoup de bien de Daniel Guillet, qui avait été le premier violoniste, et c'était difficile de lui faire dire du bien de Isidore Cohen, qui avait été le second violoniste du trio. Après, c'est vrai que dans pas mal de répertoires, on va dire jusqu'à Beethoven, le piano est prédominant quand même. C'est plus un concerto, des concertos accompagnés de violon et de violoncelle. Encore que, dans certains titres de Beethoven, on peut pas vraiment dire ça. Mais oui, on va se tourner vers vous, voilà. Laure-Hélène. Mais sinon, dans le répertoire Ravel-Chausson, c'est vraiment 3 solistes ensemble, et plus on est heureux ensemble, et mieux ça passe. Et donc, ce sont 2 trios que vous allez donner à maintes reprises, notamment le 21 novembre prochain à la salle Cortot. Vous l'avez donné à Grenoble, vous allez le donner dans la Drôme. Vous retournerez à Grenoble le 11 janvier, à Lyon le 12 février et le 13 février. Donc, avec ces 2 chefs-d'œuvre qui ont à peu près 30 ans d'intervalle et qui sont très, très différents quand même. Vous, Laure-Hélène, la partie de violoncelle, il y a une beaucoup plus grande liberté chez Chausson ou alors Oui, déjà la partition, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, est moins dure à exécuter techniquement. Donc, mais c'est des écritures qui sont radicalement opposées, en fait, si je peux me permettre. Parce que mais permettez-vous. Ouais, dans Chausson, tout est lyrisme, c'est des phrases qui sont très grandes, on peut vraiment explorer plein de vibrato dans l'intensité sonore, la prise de son avec l'archet. Voilà, il faut donner énormément d'intensité, de puissance sonore également, parce que la partie de piano est quand même très fournie. Donc voilà, c'est un son qui participe à un son commun, en fait. Alors que dans Ravel, il y a vraiment plus d'intervention un peu isolée, d'individualisation, une très très grande pureté dans l'intonation, dans le son. Voilà, c'est aussi du travail sur des vibratos ou tout ça qui doivent être différents les uns des autres suivant les mouvements et les moments des mouvements. Mais oui, c'est très différent à interpréter. Au violon aussi d'ailleurs. On travaille beaucoup ensemble tous les deux avec Nathan. On se fait des partiels. On va chercher vraiment qu'est-ce qu'on peut faire. C'est ça quand même, parce que le trio, c'est quand même un instrument. Le piano est face à 2 instruments à cordes. Et souvent, quand on assiste à un concert, on voit tout le monde se regarde, mais il y a quand même vous êtes la même famille, vous, Laure-Hélène et Nathan. Oui, ouais, on partage les mêmes entre guillemets difficultés techniques, même si ça reste. Je pense à certains trios de Brahms où quand même on a l'impression que le violon et le violoncelle sont unis face à un piano aussi très fourni. Il y a énormément de duos d'amour entre guillemets entre le violon et le violoncelle dans Brahms. On retrouve ça aussi dans Chausson, je trouve, beaucoup. Dans Ravel également. Et je me permets quand même d'ajouter que, parce qu'on n'a pas trop évoqué la liberté dans Ravel, mais malgré tout le goût du travail bien fait chez Ravel, malgré toutes ses précisions et ces choses très fignolées, je pense qu'il y a un cadre dans lequel on arrive quand même à s'émanciper. On peut trouver toutes nos interprétations personnelles et l'imaginaire qu'on a en chacun de nous pour aussi valoriser ce texte si cher à Ravel.
Vous, Ravel, justement, vous allez l'interpréter prochainement au sein de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, tout à Nico fait. Franck, Daphnis et Chloé. Vous avez déjà joué au sein de l'orchestre cette œuvre? Vous l'avez joué peut-être dans d'autres orchestres Je l'ai joué au sein de cet orchestre déjà, la deuxième suite de Daphnis et Chloé, également Alborada del Gracioso, qu'on va aussi interpréter la semaine prochaine. Et je dois dire que Ravel, au fur et à mesure que j'avance musicalement dans ma vie, devient mon compositeur préféré en fait. Mais vous avez une origine, vous êtes né en Allemagne Tout à fait, mon père est allemand. Mais donc vous êtes venu très tôt en France Je suis arrivé en France à mes 8 ans, à Dijon d'abord, puis à Paris ensuite, et puis au conservatoire, et voilà. Mais donc vous vous sentez quand même proche de l'univers musical germanique Ah oui, tout à fait. J'ai un amour profond pour la musique de Brahms, par exemple, forcément Beethoven, Mendelssohn aussi. Mendelssohn dont on joue souvent le deuxième trio ensemble. Ça nous rend heureux parce qu'on adore le premier, mais quand même le deuxième est somptueux. Oui, mais il somptueux. est encore plus difficile, semble-t-il, à interpréter. Je ne sais pas, le premier est aussi tout très est délicat. Mendelssohn, de toute façon, est rarement facile, mais ce deuxième trio, oui, il a beaucoup de difficultés, mais voilà, ça doit sembler facile déjà, premièrement, et puis c'est tellement beau que voilà, ça en vaut tous les efforts. Donc vous, Victor, vous êtes à l'origine de ce trio métral avec votre frère et votre sœur. Donc vous êtes retrouvé avec deux musiciens qui étaient différents de la formation initiale. L'une, Laure-Hélène Michel, est arrivée en 2021 et vous, Nathan Mirdel, est arrivé en 2022. Ça veut dire que vous avez rebâti un répertoire que vous jouiez avec votre frère et votre sœur, et puis dans lequel vous aviez certaines habitudes. Et là, vous voyez arriver deux musiciens avec lesquels il y a une connivence, une amitié et des liens musicaux, mais qui sont quand même très différents. Oui, c'est vrai que j'ai retravaillé en fait des œuvres que je travaillais depuis 10 ans et que j'ai joué une centaine de fois. Parce que quand on joue avec les mêmes personnes pendant 10 ans, et ben on prend des oui, puis un frère et une sœur. Un frère et une sœur. Il y a à la fois une facilité et une difficulté aussi. En tout cas, sur scène, il n'y avait pas de difficulté. C'était vraiment... on avait le même souffle, on respirait en même temps. Donc c'était très simple. Le travail qu'on a fourni en 9 mois, on va dire 10 mois, a été très intense et très intéressant pour moi aussi, parce que j'ai vraiment redécouvert, et de jouer avec différents musiciens, ça m'ouvre aussi beaucoup l'esprit, donc j'ai redécouvert les œuvres. Ouais. Alors comment vous construisez le répertoire? Parce que là, il y a ce disque Chausson Ravel, vous allez donner ce répertoire dans maintes concerts qu'on a évoqué, mais comment vous décidez de dire là on va travailler tel le trio de Beethoven, Dvorak, Brahms par amour de l'œuvre. Oui, mais vous appartenez à une formation qui vous donne beaucoup d'amour, parce que des chefs-d'œuvre pour trio, ça manque pas. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec Chausson Ravel, mais on ne joue pas que ça. On joue aussi du Beethoven, de Mendelssohn, de Haydn, Shostakovich. Je vais passer le micro à Nathan. Il voudrait parler répertoire. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'on est obligé de faire des choix, en fait. C'est ça qui est triste, parce qu'il y a c'est un centaines de En même temps, ce répertoire magnifiques. Pour trio, c'est assez étrange, parce que donc il commence avec Haydn, comme le répertoire de quatuor, le répertoire symphonique, avec des chefs-d'œuvre. Même si Laure-Hélène, je me tourne vers vous, le violoncelle a une part moindre que les chefs-d'œuvre ultérieurs de la littérature. Enfin, je sais pas ce que vous pensez. Enfin, les trios de Haydn, j'ai une passion, mais c'est pas. Mais en vrai, moi, je fais partie de ces violoncellistes qui aiment beaucoup faire Haydn. Ça quand même. Franchement, il y a une part de plaisir et d'intérêt dans l'harmonie. Puis on construit une basse, on construit quelque chose. C'est vraiment, nous, on adore faire ça, les violoncellistes. Donc après, oui, c'est sûr que c'est aussi tellement un plaisir de jouer une belle phrase au début d'un trio de Brahms. Vous parliez de Tchaïkovski tout à l'heure. Dans le deuxième mouvement, ça manque pas. Non, ça manque pas. Et le violoncelle a vraiment été utilisé beaucoup à cette période romantique. Et voilà, tout s'est développé. Donc voilà, c'est des plaisirs qui sont très différents. Et moi, je suis contente de pouvoir faire les deux, en fait, vraiment honnêtement. Donc, En même temps, c'est étrange. Enfin, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voulais juste dire que c'est vrai que le dernier Haydn est beaucoup plus intéressant pour violoncelle. On voit la différence entre ces premiers trios, où vraiment la basse, c'est juste une basse continue, quoi. On double le piano, la main gauche du piano. Et ces derniers trios, le violoncelle a quand même une partie beaucoup plus fournie. Ouais.
En même temps, une des caractéristiques du trio, ce qui est quand même assez intriguant, c'est qu'il y a cet âge d'or, commence à Haydn, jusqu'à la fin du 19e. Si on regarde certains compositeurs du 20e, comme Schoenberg ou d'autres, vous ont pas donné de littérature pour le trio. Il y a eu toute une... maintenant, ça revient, le trio. Donc, c'est quand même une formation qui est très attachée à une forme de romantisme. Quand on pense trio, on pense bien sûr à Schubert, Schumann, Brahms, Dvorak, Beethoven et d'autres. Et puis après, c'est un peu... vous parliez de Shostakovich ou Weinberg, mais au XXe siècle, les chefs-d'œuvre pour trio, c'est quand même plus rare. C'est assez étonnant. Oui, Ravel, je l'ai oublié, 1914. Et vous voulez ajouter quelque chose? Le XXe, c'est effectivement le siècle où les formations traditionnelles sont aussi remises en question. Donc, ce qui explique un peu moins de productivité en trio, en quatuor à cordes aussi, malgré la présence de la nouvelle école de Vienne avec Berg, forcément. Oui, quand même, Berg, Schoenberg, Webern, il y a quand même qui ont créé des quatuors magnifiques. Le trio, c'est vrai qu'il a eu une période où, effectivement, la production a baissé. Je pense que ça revient aussi maintenant beaucoup avec le répertoire actuel, ce qui est une grande chance pour nous, et aussi un énorme défi à relever. Et en effet, c'est sûr que quand on pense au trio, on pense en premier lieu au romantisme. Même si dans les trios de Shostakovich, alors forcément l'époque est complètement différente, mais on retrouve cette forme de nostalgie aussi, d'état d'esprit romantique, sans parler de style romantique à proprement parler. Alors, on va parler cuisine maintenant. Comment vous travaillez? Alors, est-ce que vous vous dites, on va travailler telle partition, vous déchiffrez tous les trois, et puis après, chacun rentre chez soi travailler sa partie? Ou alors, comment ça se passe? Vous avalez des pages Oui. Non, ça dépend, en fait. Moi, j'aime bien, en fait, lire une fois, ensemble. Tous ensemble. Voilà, tous ensemble, pour voir un petit peu la direction qu'on veut prendre aussi. Et ensuite, bien sûr, le travail personnel est très important. Et puis ensuite on répète ensemble. Vous faites aussi pas mal de partiels parce que c'est vrai que le bloc corde est très important par rapport au bloc piano. Moi je travaille dans mon coin mes deux mains. Et vous le bloc corde pour la justesse, le vibrato, etc. Et ensuite on se retrouve pour travailler en détail. Ouais. Et alors, on va revenir à ce trio de Ravel. On a plus parlé du trio Chausson. Et donc, il a été composé juste avant la Première Guerre mondiale, 1914. C'est quand même une musique sombre. On pressent quand même... je ne sais pas quelle est votre vision. Oui, c'était un Maurice Ravel qui souhaitait partir à la guerre. Qui d'ailleurs, je crois... Il est devenu ambulancier. Il est devenu ambulancier. Oui, et il était déclaré comme trop chétif, je crois, pour le service. Pour le combat. Donc, quelque part, lui, il espérait quelque part, il pensait que ce serait sa dernière œuvre. On retrouve un peu le côté posthume, en fait, dans l'esprit de ce trio. Alors, c'était pas le cas, mais voilà, c'est une musique qui est quand même très empreinte de l'époque dans laquelle elle a été écrite, hein, parce que, voilà, à la fin, on aime bien dire que c'est les trompettes de la victoire. Voilà, on peut inventer plein de choses, mais... Et comment ça se passe quand vous abordez une œuvre? Vous le faites indépendamment de tout ce qui a... tous les enregistrements qu'il y a pu y avoir, de ce que vous avez pu écouter, vous essayez de vous dégager de tout ça ou alors à la fois oui et non, parce qu'on s'inspire aussi forcément des grands enregistrements. Je pense notamment au disque du trio Wanderer qui a fait un album Ravel-Chausson qui est assez extraordinaire et dans lequel il y a énormément de sensibilité et forcément une grande qualité technique et musicale. Et c'est vrai que pour Ravel et Chausson, nous deux, on s'est beaucoup vus aussi. Vous deux, Laure-Hélène et vous. Tout à fait, Laure-Hélène et moi, pour faire des partiels, pour unifier nos sons, nos vibratos. C'est intéressant cette notion de partiel qu'on ne connaît pas forcément, où les deux cordes travaillent ensemble. C'est vrai qu'on essaye de se voir le plus possible aussi, en dehors des répétitions à trois, pour pouvoir unifier nos sons, et puis aussi, mettre en accord nos interprétations musicales et puis voilà, on travaille beaucoup la justesse aussi, les vibratos forcément, tout ce qu'a énuméré Victor précédemment. Et Victor est impatient d'ajouter quelque chose. Oui, on a eu la chance de travailler aussi avec Michel Alberto, qui était élève de Perlmutter, qui était élève voilà, de Ravel. Ça vous en parlez dans le texte. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça aussi qui était beau en fait, d'une espèce de passation. Et voilà, ça nous a beaucoup aidé de travailler ce trio
avec Michel. Mais que vous disait-il, par exemple, c'est des choses très précises? Oui, des choses très précises. Des images. Par exemple, la différence entre Debussy et Ravel. Ne jamais Debussy et Ravel. Voilà. Oui, c'est ça. Au niveau des pédales aussi, des choses très très précises que disait Ravel à Perlmutter. Vous, c'est une musique Ravel que vous jouez au piano seul, Oui, Victor? oui. J'ai beaucoup travaillé Ravel avec Michel, d'ailleurs. D'Alberto, donc Ouais. vous êtes en droite ligne de Ravel via Perlmutter, via Michel d'Alberto. Voilà. Et puis Michel, très grand pianiste de français et de musique française, donc voilà. Oui, qui a laissé des enregistrements mémorables, Fauré aussi. Et le trio de Fauré, vous ne le jouez pas encore? Non, on l'a encore jamais joué. Mais Oui. voilà, j'espère que ça ne saurait tarder. Parce que ça aussi, c'est une œuvre d'importance. C'est le dernier Fauré, je crois que même c'est sa dernière œuvre. Tout à fait, c'est sa dernière œuvre. Ouais. Et Donc elle est très puissante en héritage. Oui, pardon. Non, Je vous en prie. Non, terminé. c'est Fauré de toute façon est un compositeur tellement spécial que ce serait un crime de pas le jouer en fait. Vous jouez ces sonates pour piano-violon Tout à fait. J'aurai le plaisir d'interpréter la première sonate pour piano et violon avec Michel d'Alberto d'ailleurs en janvier. Dans quel contexte Dans le contexte du festival de Galway en Irlande et avec Michel et Laure-Hélène, on va également interpréter le premier quatuor de Gabriel Fauré. Donc il vous manque un altiste là. Je sais pas qui. Non, c'est pas. Vous allez donner une version sans alto. Voilà, sans alto. Bon, ce n'est pas un appel à candidature parce que j'imagine que avec une telle affiche, vous n'aurez pas de difficulté à trouver un altiste pour compléter ce premier quatuor dont le mouvement lent aussi est sublime. Enfin, ça manque pas de la littérature, les chefs-d'œuvre dans la musique de chambre, ça ne manque pas. Ah bah non, on a beaucoup de choix, comme on disait tout à l'heure, on a de la chance. Mais votre cœur, Laure-Hélène, là on parlait de Chausson, Ravel, vous avez des élans pour certains compositeurs en particulier? Moi Ravel, hein. De toute façon, depuis toujours. Pour le Ravel. violoncelle, il écrit d'une manière qui est très particulière, oui, encore une fois, qui utilise vraiment tout ce qu'on peut faire sur un violoncelle. Et qui c'est du challenge, c'est vraiment du défi. Moi j'adore ça. Hein. Le quatuor, vous l'avez joué? Je l'ai joué quand j'étais en études, voilà, mais ça fait longtemps du coup. À vous voir, ça fait pas si longtemps. Non, pas si longtemps, mais pas récemment en tout cas. Donc on va revenir à ce disque Chausson Ravel qui a été publié par la Dolce Volta. Donc vous aviez fait, Victor, précédemment pour ce label, un disque consacré au trio de Shostakovich et Weinberg, donc un univers totalement différent. Au concert, vous pouvez passer d'un univers comme ça, parce que là, effectivement, vous passez de Chausson à Ravel, qui sont deux univers très différents, mais enfin, c'est des œuvres que vous jouez déjà depuis un moment beaucoup ensemble. Et comment vous construisez un programme de concert? Est-ce que vous pouvez jouer des époques très différentes, des univers très éloignés? Oui, je me rappelle du concert à la Fondation Sajar-Polignac en juin dernier, où nous avons fait une première partie russe avec Rachmaninov et Shostakovich, une deuxième partie Ravel, qui a très très bien marché. Ça marchait bien. Ça marchait très bien. Alors du coup, c'est deux mondes différents. Il faut vraiment acteur studio, on change de déguisement entre les deux parties. Bon, c'est bien, Rachmaninov, vous choisissez des parties de piano simples. Toujours. Enfin, de toute façon, dans l'univers du trio, je vois pas de partie simple. Non, et puis il y a une note, mieux je me sens. Hein. Mais alors, oui, ça c'est une réflexion intéressante parce que parfois on voit des musiciens puis on se dit que finalement le plus difficile, parce que vous avez tellement travaillé techniquement les mouvements rapides, qu'on se dit qu'après tout le plus difficile c'est le mouvement lent. Toujours. Oui. Mais oui, parce qu'en fait il faut construire aussi une ligne, un univers à tous les trois, qu'on ressente la même chose tous les trois sur le moment et le passer au public. On peut se cacher devant rien, la vitesse, la virtuosité finalement. Jouer vite c'est plus simple que jouer lentement et piano. Laure-Hélène, me tourne à vous en tant que violoncelliste, puisque le matin, quand vous vous mettez à travailler, avant de travailler la littérature pour violon, la musique de chambre, est-ce qu'il y a des œuvres vers lesquelles vous revenez tout le temps? Les suites de Bach. Voilà. Les suites de Bach. J'ai jamais rencontré un ou une violoncelliste. Mais il y a tout dans cette musique en fait. Autre chose que les suites de Bach. Ah mais direct, c'est sans réfléchir. D'ailleurs, hier avant le concert, c'était une demi-heure 40 minutes de suite de Bach. En fait. Il y a tout dans cette musique. Tout. Et alors vers lesquels les six Les six, ouais. Vous avez une passion? J'ai beaucoup d'affection pour la première et pour la cinquième.
Voilà, c'est très personnel, mais. Bah non, mais de toute façon, il n'y a que des chefs-d'œuvre, donc Oui, c'est limite, pas vous difficile. prenez pas de grands risques. Mais tout, hein. Mais vous parlez de la cinquième, Ouais. justement, et on s'éloigne un peu du trio, mais il y a quelque chose qui m'a toujours étonné, c'est sur quoi tient la sarabande de la cinquième suite, qui pour nous était Ouais. un mystère et d'une beauté incroyable et suscite une émotion Oui, c'est incroyable, dingue. Oui. alors que ça m'a l'air de reposer sur quelques notes. 4 ou 5 notes, mais comme disait Victor, ce qui est plus dur, en fait, c'est de jouer. Enfin, c'est du dépouillement, en fait. Cette musique, c'est de la pureté. Donc, quand on réussit, je pense, à abandonner tout ego, c'est pas facile, mais quand Ça semble pas être votre caractéristique. Je sais pas, Votre amour de la mais musique de chambre en tout cas, trahit votre absence d'ego. peut-être, je sais pas, mais en tout cas, que je pense que quand on veut jouer cette musique, il y a cette notion-là de transcendance de l'ego, enfin d'abandonner ou de, comme disait Anne Kefelec, de laisser l'ego à la porte. Voilà. Et de toucher à cette essence pure, dans la simplicité en fait. C'est laisser l'ego à la porte quand on est violon solo d'un grand orchestre comme l'Orchestre Philharmonique de Radio France. C'est pas facile, pas- hein. Que vous vous retrouvez au sein d'une centaine de musiciens et vous êtes le dernier à arriver, que vous serrez la main du chef d'orchestre et que vous avez peut-être une partie de soliste au milieu. C'est compliqué aussi. Je pense que c'est essentiel dans Tout ces en cas-là, restant au justement, sein de de laisser l'orchestre. l'ego dans les loges. C'est encore plus essentiel. Parce que justement, il faut, à mon avis, toujours essayer de rester humble vis-à-vis de la musique qu'on s'apprête à interpréter et rester humble aussi vis-à-vis de ses collègues, du chef. Et je pense que c'est essentiel pour ne pas être aveuglé par tout ce quoi que qu'il y ce a, soit, tout par ce tout qui ce qu'il y a ressort autour et auprès tout du public. ce qui peut potentiellement ressortir. Mais voilà, c'est Et ben, pas toujours simple, mais en tout cas, c'est nécessaire. c'est sur cette humilité qu'on va se terminer cet entretien. Je rappelle donc la parution de ce disque, votre trio Métral, Laure-Hélène Michel, Nathan Myrdal et Victor Métral. Ce disque qui vient de paraître pour la Dolce Volta avec une série de concerts, dont un concert pour les Parisiens le 21 novembre prochain dans cet écrin idéal pour la musique de chambre qu'est la Salle Cortot. Il me reste à vous remercier tous les trois d'avoir été mes invités. Merci à vous. Merci. Merci Frédéric. Pour illustrer cet entretien avec les membres du trio Métral, je vous propose d'écouter ce trio interpréter le trio d'Ernest Chausson. Je vous souhaite une très belle écoute de ce chef-d'œuvre de la fin du 19e siècle. Une bonne fin de soirée sur RCJ.